La danse peut être une transition pour aborder le deuxième invité. Maintenant que nous nous sommes régalés de ces couples et de ces œuvres, nous allons, grâce à l'ouvrage indispensable de David Alliot, déjà une référence, j'en suis sûre, pour tous les Céliniens, nous pencher sur Lucette des Touches, dite Madame Céline. Mais quelques mots d'abord sur son mari. Dans ma première émission sur Art Live, nous avons évoqué Louis-Ferdinand Céline avec Amélie Nothomb, qui a dit « S'il est infiniment perturbant qu'un des plus grands génies stylistiques de la langue française soit un salaud, amputer cette publication au nom de la morale est encore plus perturbant. Ne pas les réimprimer, elle parlait des pamphlets, c'est encore pire. Pourquoi cacher la vérité? L'auteur de Voyage au bout de la nuit n'est pas celui des pamphlets. En quoi cacher une œuvre ferait-il du bien à la morale ?» Ça, c'est l'opinion d'Amélie Nothomb. Dans son premier livre, Hygiène de l'assassin, par la voix de son héros, Prétexte attache, Amélie fait un drôle d'éloge de Céline comme écrivain absolu, intégral. Pour Prétexte attache, je cite Amélie Nothomb, « Céline a tout. Plume de génie, grosse couille, grosse bite et le reste. » Ne soyez pas choqués, je vais vous expliquer, nous sommes bien dans une émission littéraire. Pour Prétexte attache, et ça va intéresser David, les couilles sont l'organe le plus important de l'écrivain, pour le héros d'Amélie Nothomb, donc, grand célinien. C'est la capacité de résistance d'un individu à la mauvaise foi ambiante. Par exemple, Prétexte attache dit « Prenons un écrivain qui a une très bonne plume, fournissons-lui de quoi écrire, avec de solides couilles, ça donnera mort à crédit. Et sans couilles, ça donnera la nausée. » Voilà. Vous ne connaissiez pas, David? Pas cette expression. Et Prétexte attache poursuit, il faut aussi une bite à un écrivain. La bite, c'est la capacité de création. Rares sont les gens qui sont capables de créer réellement. La plupart se contentent de copier les prédécesseurs avec plus ou moins de talent, prédécesseurs qui sont souvent d'autres copieurs. Il peut arriver qu'une bonne plume soit pourvue d'une bite, mais pas de couilles, Victor Hugo par exemple. Vous n'aviez jamais entendu parler de Céline de cette manière? C'est un éloge d'une certaine manière. Absolument, très particulier, mais un bel éloge, effectivement, oui. Céline était hantée toute sa vie par la mort, par la pourriture, par la boue. Il était vraiment beaucoup dans l'organique de par sa profession de médecin. Et peut-être pour s'évader de toute cette saleté, cette noirceur, cette puanteur du corps, de nos organes, de tout ça, il vouait un amour éperdu à la femme en général, sous l'aile de laquelle l'homme peut se ranger et oublier qu'il est un mortel. Il disait « J'aime les perfections physiques des femmes jusqu'au délire. C'est une vérité que je vous livre, elle commande toutes les autres. » À travers la femme, et les danseuses en particulier, il construit son art poétique. Alors Lucette, j'ai essayé de faire un petit peu dans le thème pour la décoration, puisque j'ai amené ma petite Lucette à moi, qui est une danseuse aussi. Et elle a des jolies ballerines, et puis je porte une petite danseuse autour du cou. Donc nous allons aborder avec la jeunesse de Lucette, et d'ailleurs toute sa vie, car elle est toute sa vie restée danseuse, l'univers de la danse, c'est-à-dire de la légèreté, de la femme aérienne et gracieuse qui obsédait totalement Céline, et ça nourrissait son inspiration. Il avait besoin des femmes et surtout besoin des danseuses, puisque son amour précédent Lucette, Elisabeth Craig, était aussi une danseuse. Était également une danseuse, il avait besoin de cette perfection physique que représente la danse, cette beauté, cette légèreté aussi. Vous parliez tout à l'heure de la côté organique, la lourdeur des hommes, la lourdeur de la société. Il avait besoin de ces petits moments de grâce qu'étaient la danse, la beauté, la légèreté, les entrechats. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de points communs entre la danse et la littérature, ou la création en peinture. C'est beaucoup de travail, c'est des heures de répétition, c'est des sacrifices. Des sacrifices en termes d'horaire, en termes de nourriture, parce qu'on doit garder un corps, une santé absolument parfaite, pour obtenir finalement quelques dizaines de secondes de grâce et de beauté. La littérature, c'est pareil. C'est beaucoup de raturage, on réécrit, on remanie, on reprend, etc. La peinture aussi, on ne fait pas un tableau n'importe comment. Donc, à un moment donné, on est devant
la feuille, la toile ou devant la scène, tout est à faire et on sait comment on va faire. Il faut attraper le public, il faut attraper le lecteur, il faut attraper le visiteur, il faut l'emmener là où on veut l'emmener, mais on ne l'emmène pas de force, il vient lui-même. Céline avait des phrases sur la littérature qui étaient très intéressantes. Il disait que le lecteur est le passager d'un paquebot. Il est sur le transat, il est en train de lire, et il ne voit pas ce qui se passe en dessous, il ne voit pas les soutiers qui mettent le charbon dans la chaudière, il ne le voit pas du tout. Lui, il est là pour profiter de la lecture. Le rôle d'un écrivain ou d'un créateur, c'est de mettre le charbon dans la chaudière, mais ça ne doit pas se voir, ça ne doit pas se sentir. Et Céline était un fou de travail, c'est ce qui ressort de votre livre. Il travaillait vraiment tout le temps, c'était un grand besogneux. D'ailleurs, je crois que j'ai repéré qu'à un moment, il dit « je ne suis pas plus doué qu'un autre, je travaille davantage, j'ai plus de méthodes. » J'ai plus de méthodes, tout à fait. Voilà. Il avait une double vie déjà. Il avait une vie de médecin, et cette vie de médecin lui était indispensable aussi, parce qu'elle nourrissait son travail d'écrivain. Quand vous regardez Voyage au bout de la nuit, il y a des passages entiers qui se passent à Clichy, au moment où il était au dispensaire de Clichy. Donc je pense que les histoires que lui racontaient les malades le matin, le midi ou l'après-midi, le soir, lorsqu'il rentrait chez lui à Montmartre, devaient servir de matière créatrice pour ses romans, oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a marqué vers la fin de votre livre, quand Céline est à Meudon et que Lucette va faire des courses. En fait, ce qui l'intéresse le plus, c'est que Lucette lui raconte ses conversations avec les chauffeurs de taxi, parce que pour lui, la vie est là. Mais oui, mais les ragots, ce qui se passe dans la ville, il ne faut pas oublier non plus que Céline ne sort pas beaucoup de chez lui. Il est un peu reclus dans sa villa de Meudon. Il travaille beaucoup, effectivement, puis il n'a plus trop envie, l'être humain ne l'a jamais beaucoup passionné, donc il n'a plus trop envie de les voir. Puis Paris n'est pas loin, mais finalement, elle est toute proche, mais assez loin pour lui. Et en fait, ce qu'il aime bien, oui, c'est les petites histoires que lui raconte sa femme, oui. Venons-en au début de leur rencontre, donc, puisqu'ils se rencontrent en 1935, je crois. 36. 36, alors. Il était 36. Et donc, ils vont se marier en 1943, alors qu'ils ne font déjà plus l'amour depuis 3 ans. A priori, oui. A priori. D'après ce que dit Céline, effectivement, c'est une des grandes révélations de ce livre. Et là, on a cette fameuse lettre qu'il écrit à sa première femme, donc assez tardivement, en 1956, dans lequel il lui dit « Bon, de toute façon, maintenant, on est un vieux couple, on peut tout se dire, etc. Et j'ai l'aiguillette nouée depuis 40, donc il est impuissant depuis 1940. Est-ce les événements, l'exode ou autre ?» On peut comprendre, le traumatisme de l'exode a dû être quand même assez violent, comme beaucoup d'autres Français, il n'y a pas que Céline et Lucette. D'ailleurs, Lucette confie les maux physiques qui le tourmentaient depuis si longtemps et s'aggravaient au fil des ans, l'empêchaient d'aller jusqu'au bout du plaisir dans un rapport sexuel. L'orgasme provoquait une douleur à la tête si brutale, si atroce, que ce plaisir lui était interdit et comme si une fatalité lui imposait une contrainte, tu ne jouiras point. Il ne faut pas oublier que c'est un blessé de la guerre de 14 aussi, Céline. Donc il a fait la guerre de 14, il est blessé. On sait qu'il souffrait de vertige de Ménière, donc ce qui faisait que des fois il avait des sifflements quasiment permanents dans l'oreille et parfois même, il avait cette métaphore, il disait j'ai l'impression qu'un train rentre dans mon oreille et ressort par une autre. Céline dormait 2 à 3 heures par nuit. Il écrivait beaucoup la nuit d'ailleurs. Voyage au bout de la nuit, mon crédit était écrit le soir ou la nuit. Donc si vous voulez, en termes de santé physique, c'était quand même quelqu'un qui était déjà, même quand il avait 40-50 ans, qui était quand même beaucoup plus atteint, alors que physiquement il pouvait être encore bien et bel homme, bien présenté, mais en fait c'est un homme qui souffrait beaucoup, oui, donc ça jouait. C'est à partir de la découverte de son impuissance sexuelle qu'il commence à se négliger physiquement. Tous les témoignages que l'on a de Céline pendant l'entre-deux-guerres, c'est d'ailleurs même les photos, c'est le parfait playboy, habillé à la dernière mode, tweed anglais, avec un très chic, sourire ravageur, de très beaux yeux bleus. Tous les témoignages que vous avez évoqués tout à l'heure dans Céline l'autre que j'ai recueillis sur les femmes qui ont connu ou aimé Céline sont toutes unanimes. C'était un très grand séducteur, un très bel homme, un amant extraordinaire. Et effectivement, à partir de 1940, la redoutable, comme il l'appelait, arrive. Et c'est à partir de là, effectivement, que commence un peu à se déglinguer l'allure physique de Céline, avec des tenues, même lorsqu'il va dans son dispensaire à Meudon, lorsqu'il arrive, personne ne veut croire que c'est le docteur, parce qu'il a les moufles attachés au cou, il a une gabardine canadienne mal ajustée, le pantalon qui tire bouchonne, avec des ficelles qui font office de ceinture. On n'est pas franchement dans le médecin respectable comme pouvait l'être à l'époque. C'est effectivement à partir de 1940 jusqu'aux années 60 à Meudon, où il va complètement se désintéresser de son aspect de séduction. Et effectivement, oui,
jusqu'à la fin. On peut dire qu'il est foudroyé par la grâce alors qu'il assiste au cours de danse de l'école de Blanche d'Alexandrie. C'est là où il voit Lucette et donc il va revenir tous les jours. Et puis il était remarquable, si on peut dire. C'était un bel homme, très grand. Là, on est en 1936, lorsqu'a lieu la rencontre avec Lucette. Oui, effectivement, déjà, aller voir les danseuses, c'était un peu un studio de danse. C'était effectivement, quand on aime les danseuses, c'est le moment ou jamais d'y aller. Mais effectivement, ce qu'il admirait, c'était l'effort, c'était le travail, les danseuses. Et effectivement, il a remarqué Lucette. Lucette l'avait remarqué aussi, parce que déjà, les visiteurs étaient très rares. Blanche d'Alexandrie a accepté très très peu de visiteurs. Et puis effectivement, il était magnétique. On a des témoignages, même des hommes étaient séduits par Céline. Enfin, pour vous dire à quel point le personnage pouvait être magnétique et charismatique, hommes et femmes pouvaient être séduits par Céline, ne serait-ce que sa présence, sans même qu'il ait besoin de parler. Et elle va céder assez vite à ses avances d'ailleurs. Tout à fait, elle va le remarquer. Alors ça va commencer de façon assez en douceur, par des petits mots, il la raccompagne, ça reste très chaste. Au début, il lui paye le taxi, au début c'est vraiment en douceur. Et au bout de quelques mois, ça y est, ils sont ensemble, assez rapidement, oui. Il y a un film que j'ai regardé en préparant mon émission, c'est aux éditions du Montparnasse, Céline Vivant. Et en fait, on voit donc Lucette des Touches aussi. J'ai voulu replonger dans le livre de David après avoir revu ce film. On l'entend dire que sa relation avec Céline, en gros, c'était il parlait, moi j'écoutais. Elle était tout le temps dans le silence. C'est un peu Céline et Lucette, c'est l'assemblage des contraires. On pourrait dire le yin et le yang. Céline, c'est quelqu'un qui est extrêmement extraverti, et Lucette est beaucoup plus introvertie, silencieuse, dans l'accompagnement. Et puis j'ai envie de dire, avec une personne comme Céline à côté de soi, je pense qu'avoir voix au chapitre, ça ne devait pas être facile non plus tous les jours. Donc voilà, c'est l'assemblage des contraires. Ils avaient des points communs, c'est la création, leur art respectif, mais pour beaucoup d'autres choses, notamment, j'en parle pas mal dans le livre aussi, c'est le côté financier. Céline est radin et elle est plutôt dépensière, donc ce qui ne sera pas sans causer quelques petits problèmes. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée, c'est qu'à un moment, Céline est en prison et puis il y a la dame qui s'appelle Karen Marie Jensen, chez qui dort Lucette, qui va moucharder, qui raconte que Lucette s'est acheté un manteau de fourrure et quelques fantaisies. Et Céline lui envoie une lettre absolument terrible. Et sidérante, parce que lui, il est en prison à cause de ses conneries. Et puis il lui fait des remontrances en disant qu'elle achète trop de choses, qu'elle va les mettre sur la paille, qu'elle doit pas dépenser plus de 10 francs par semaine ou je sais pas quoi, enfin la monnaie de l'époque. Mais enfin, c'est sidérant qu'il lui donne des leçons alors que lui, il est en prison et c'est lui qui les a entraînés dans cette galère. Il ne faut pas oublier que Céline est un fils de commerçant. Donc Céline est un fils de commerçant, il sait compter la valeur de l'argent, il sait ce que c'est. En plus, il devait bien se douter que sa femme était un peu portée à la dépense, donc il tenait la bride très serrée autour du cou de ce côté-là, parce qu'il était radin. Et effectivement, là, on est à Copenhague. En plus, Copenhague après-guerre, déjà les pays du Nord, la vie est chère déjà à la base. Ils sont exilés, lui il est en prison, elle est dans une situation un peu bancale. En plus, Karen Marie Jensen, qui a priori était amoureuse de Céline aussi, se dit tiens, il y a peut-être l'occasion de elle déclenche une grande dispute d'ailleurs, je crois. Voilà, c'est elle qui va être un peu à la cause de ça. La pire dispute peut-être. Ah oui, enfin, la pire connue en tout cas, où il y a une trace écrite. Encore, là je ne reproduis que des extraits. La lettre fait 4 pages. La lettre d'engueulade fait 4 pages. C'était terrible. Je ne pouvais pas la reproduire en entier parce que le lecteur, à un moment donné, peut-être passer à autre chose. Moi, j'aurais divorcé. On peut au moins noter le côté admirable de Lucette, c'est qu'objectivement, il n'y avait rien contre elle. Au Danemark, elle pouvait rentrer en France. Il n'y avait pas de procédure judiciaire contre elle, c'est contre Céline qu'il y a une procédure judiciaire. Je pense que des femmes qui auraient subi ce qu'elles ont subi, l'exil, Baden-Baden, Sigmaringen, le Danemark, elle a été jetée en prison quand même quelques jours lorsqu'ils ont été arrêtés, elle a été rapidement libérée. Elle se retrouve toute seule dans un pays où elle ne parle pas la langue, elle ne parle pas anglais, elle ne parle pas danois, dans une sorte de colocation chez des gens qui, en plus, c'est une rivale qui souhaite qu'une chose, c'est la faire squeezer, lui piquer la place, avec un mari qui est en prison qui lui balance une lettre pareille. Je crois que 99% des femmes auraient pris leur valise et seraient rentrées en France illico en disant tu te démerdes avec tes conneries. Mais c'est au moins une des constances de son caractère, c'est la fidélité. Et elle a été jusqu'au bout. Le moteur de leur couple, donc c'était l'admiration réciproque. Oui. Lorsque je l'ai rencontrée, elle avait une admiration
sans borne pour Céline. D'ailleurs, dans sa maison à Meudon, c'était un grand moment pour un Célinien. Vous pensez bien que d'aller à Meudon. La maison, moi, jusqu'à présent, j'étais resté derrière la grille. Moi, j'ai eu l'autorisation de rentrer. Et donc, elle est dans son salon, il y a des photos de Céline partout. Et elle l'appelle Louis, d'ailleurs. Elle l'appelle Louis, et à la limite, c'est très émouvant, parce que vous êtes chez elle, à Meudon, elle vous parle de Louis comme s'il était là. Et à la limite, on le verrait descendre l'escalier ou surgir d'une porte. Ça ne choquerait pas, ce serait parfaitement dans l'ambiance de la maison, et jamais vous ne trouverez à un moment donné une phrase contre lui. La seule chose qu'elle concède, et qu'elle m'a dit d'ailleurs, il n'était pas facile à vivre. Ce que l'on peut concevoir assez facilement, mais jamais elle n'a dit un mot, une phrase contre lui. Donc, et cette maison reste inchangée, il y a toujours un chat et un perroquet. Il reste le perroquet. Alors la maison a changé parce qu'elle a brûlé en 68, donc oui, ça, voilà. Donc, mais les structures. Et d'ailleurs, elle a tout de suite reconstruit. C'est une femme qui rebondit, elle a une capacité de rebond extraordinaire. Oui. Et puis il faut dire aussi, la maison, c'est une maison du 19e siècle. Hein. Les murs sont d'une épaisseur qui ne ferait pas lire n'importe quelle maison aujourd'hui. Hein. Donc effectivement, tout était dévasté à l'intérieur, mais les murs étaient encore parfaitement en état et il suffisait juste, il n'y avait plus qu'à reconstruire, entre guillemets. Alors, Lucette a eu toujours comme grand regret, dites-vous dans votre livre, de ne pas avoir fait d'études. Elle s'est arrêtée au certificat d'études, et elle n'est jamais allée tellement au musée non plus. Elle a tout appris de la vie et de Céline. C'est la vie à bout portant. En fait, elle a eu une jeunesse qui n'était pas très heureuse, comme vous l'avez lu, avec une mère qui l'a quand même un peu laissée en plan et un père qui était un peu indifférent. Donc la danse, je pense, a été pour elle une échappatoire. Ça lui permettait d'avoir ces moments de beauté, de grâce. Et je pense qu'elle, justement, elle a vu en Céline une forme de Pygmalion, une forme de personne qui lui apportait peut-être ce qu'elle n'avait pas eu à l'école ou dans les études, oui, tout à fait. Et alors Céline, d'ailleurs, détestait la deuxième femme de son beau-père, Jules Almansor, oui. puisqu'il l'a surnommée la mythe ou la chaisière de Saint-Sulpice. Oui. Et puis sa belle-mère, donc la mère de Lucette, voilà, il la détestait encore plus. Déjà à la base, ça ne devait pas être facile à vivre. En plus, la mère de Lucette était volage, un peu portée sur l'alcool. Alors déjà, rien que ça, pour Céline, c'était rédhibitoire. Elle espérait vivre au crochet des amants de passage ou autre. Donc Céline, qui était radin, vous pensez bien qu'il y avait quand même un petit problème à la base. Et effectivement, en vieillissant, puis après le retour au Danemark, où là, il est quasiment devenu misanthrope, à la fin de sa vie, il était vraiment recroquevillé sur le clan familial, c'est-à-dire sa femme, c'est Lucette. Et vous pensez bien, vous avez lu le passage, hein, son propre petit-fils qui vient à Meudon, il reste à peine un quart d'heure. Son propre petit-fils, le seul qu'il a vu de sa vie. Hein. Donc, au tout début, vous êtes à Meudon, Jules Almanzor peut venir voir sa vie uniquement le samedi après-midi à 17h. Une vie quand même sous très étroite surveillance. D'ailleurs, à la mort de Céline, elle va se libérer un peu de tout ça, elle va sortir, elle va passer le permis de conduire, ce qui était impensable du vivant de Céline, et une télévision va arriver à Meudon, quoi, ce qui était encore plus impensable. C'est Céline qui contrôle, qui règne sur son petit monde. Ah la vie de Lucette de 51 à 61, donc les 10 dernières années de la vie de Céline à Meudon, ça ressemble plus à un monastère qu'à une mode de nuit. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée. À un moment, je crois que c'est le couple Marcel Aimé et sa femme qui veulent amener Lucette à l'opéra comique. Et alors, c'est terrible parce que Céline fait une crise d'hystérie pour la retenir à Meudon. Finalement, ils arrivent à l'amener. Et à peine s'assied-il à l'opéra comique qu'il téléphone déjà. Voilà, le docteur Détouche vous appelle. Oui, alors que Marcel Aimé, c'est un intime, quoi. Bien sûr, comme Roger Nimier, d'ailleurs. Comme Roger Nimier. Enfin, c'est pas quelqu'un qui prend Lucette comme ça au hasard, au passage, en disant tiens, on va se promener. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien depuis Montmartre. Ça avait été convenu à l'avance que c'était d'accord. Et le jour où Marcel Aimé vient chercher Lucette, c'est la pantomime. Et c'est Marcel Aimé qui arrive à arracher l'accord de Céline, mais de haute lutte. Ils vont à l'opéra, effectivement, à peine arrivés, le docteur Détouche vous demande, quoi. Donc, voilà. Et je raconte aussi, lorsqu'elle allait à Paris, elle avait le droit à une demi-journée à Paris par semaine, où elle pouvait aller à Paris, et dès qu'elle arrivait à Gare-Montparnasse, donc Meudon, Gare-Montparnasse, il y a quoi, 15 minutes de train, à tout casser, elle arrivait à Gare-Montparnasse, elle allait à un téléphone en disant je suis bien arrivée, je vais à tel endroit. Oui, parce qu'il n'y avait pas les téléphones portables. Non, il n'y avait pas de téléphone portable. Voilà. Et donc, dès qu'elle allait dans un café, je suis bien arrivée au café, tous les quarts d'heure, elle appelait son mari pour pas qu'il s'inquiète. Et c'était quoi alors? C'était
c'était de la jalousie, de l'amour fou de la part de Céline, de la possession? Je crois un peu des trois, oui. Je crois qu'il avait quand même conscience d'avoir une femme extraordinaire. Et je crois qu'il ne voulait pas la perdre, il voulait la garder. Mais effectivement, est-ce qu'il se rendait compte de ce qu'il faisait? Parce que là, c'est quand même totalitaire, quoi. Je ne sais pas s'il y a des cas dans votre livre de femmes un peu emprisonnées comme ça, mais là, on a quand même un cas d'école assez... oui, il y a des cas comme ça. Assez terrible. Mais d'un côté, il l'aimait. Je pense qu'il avait peur de la perdre, vous avez raison. Peur de la perdre, oui. Je pense qu'il était conscient qu'il avait quelqu'un d'exceptionnel avec Je pense que oui, mais il l'aimait à sa façon, une façon un peu étrange aujourd'hui, mais... Il devait être très angoissé aussi. Tout à fait. Il n'est vraiment pas commode parce que dans le livre de David, je lis par exemple une scène, donc ils sont à Meudon, il a été amnistié, ils sont revenus en France, et voilà, je lis David. Le quotidien à Meudon n'est pas toujours évident pour Lucette. Geneviève Fresneau, son ancienne voisine, se rappelle l'ambiance qui prévalait route des Gardes. Comme les pavillons étaient très proches, on voyait et l'on entendait beaucoup de choses. Quand Céline avait besoin de sa femme, il hurlait « Lucette, Lucette !» Et si elle ne venait pas assez vite, c'est-à-dire immédiatement, il gueulait encore plus fort « Lucette, Lucette, merde, fais chier !» Parfois, on entendait le perroquet reprendre en chœur « Cette merde, fais chier !» Quand même, il en a fait boire à sa femme. Quelle vie infernale! Mais elle ne se laissait pas faire. Souvent, elle lui répondait sur le même ton. Ils s'engueulaient 5 minutes et c'était fini. De notre pavillon, on entendait tout de l'esclandre. Ça, c'est la voisine, donc. Tout à fait. Des proches voisins, j'ai retrouvé en 2006 Geneviève Fresneau, donc la proche voisine, qui m'a raconté un peu le quotidien à Meudon. Alors elle, ça la faisait rire parce qu'elle était enfant, donc elle trouvait que c'était un couple assez hors norme. Rock'n'roll, oui. Assez rock'n'roll pour l'époque. Quoi. On dirait bobo, bourgeois bohème, parce qu'ils avaient un mode de vie très anticonformiste, mais ça faisait beaucoup moins rire les parents et les voisins aux alentours. Oui, c'est une partie très bourgeoise de Meudon. Bien sûr, voilà. Le Meudon, n'oublions pas que c'est une banlieue chic de Paris, donc il y a un côté très chic. Très feutré. Et là, voilà, on a ce docteur qui est vêtu de guenilles et cette danseuse un peu exotique qui font des scènes de ménage dans le jardin ou dans la maison. Ça fait un peu étrange. Ça dénote un peu dans le paysage. Il y avait les scènes de ménage, mais aussi la ménagerie, parce que depuis son enfance, Lucette Détouche partage avec Céline l'amour fou des animaux. Déjà, quand elle était petite et qu'on l'amenait à la ménagerie du Jardin des Plantes, elle disait « Quand on a l'habitude de vivre avec des animaux, on ne peut plus supporter les hommes. » On croirait entendre Céline. Un peu de choses près, oui. Et plus tard, elle dit « Seules 2 passions m'ont nourri entièrement, la danse et les animaux. Eux seuls sont authentiques, ils ne trichent pas. » Donc ils partageaient cet amour des animaux, ils en avaient des tas. Ah oui, il y en avait plein. C'était un peu, je ne veux pas dire la SPA ou la fourrière du coin, mais à peu de choses près, oui. Dès qu'un animal était recueilli et qu'il allait être emmené pour être euthanasié, souvent la maison, on l'emmenait des fois au docteur Détouche, ça vous dit de le prendre. Et souvent, c'était oui. Alors, ce qui n'était pas sans causer quelques problèmes, parce que n'oubliez pas que Lucette donnait des cours de danse. Quand vous imaginez, quand vous sonniez à la porte, voir débouler 7 ou 8 molosses en train d'aboyer comme des fous furieux. Par contre, ça pouvait avoir une utilité pour c'était pour les journalistes. Au moins, ils étaient sûrs qu'ils n'allaient pas franchir la barrière et qu'ils allaient attendre que le maître rappelle les chiens. Plutôt que de tenter. On a eu quelques témoignages de journalistes qui se sont un peu fait pincer au mollet pour ne pas avoir été assez conciliant avec le maître ou avoir tenté des choses pas très normales. Alors, je voudrais qu'on parle du personnage de Bébert, parce que l'académicien Frédéric Vitou lui a consacré tout un livre, dans une collection d'ailleurs très sérieuse, Les Cahiers rouges de Grasset. Et donc, par exemple, là, je lis la mort de Bébert, qui est dans le Nord, de Céline. Il est mort ici, après bien d'autres incidents, cachot, bivouac, cendres, toute l'Europe. Il est mort agile et gracieux, impeccable. Il sautait encore par la fenêtre le matin même. Nous sommes à rire les uns et les autres, vieillards nés. Et donc ce personnage de Bébert, qui est un chat, va les suivre vraiment partout. C'est un véritable héros quand même pour un chat. C'est un personnage de roman aussi, puisqu'il va être dans les... Il est hors du commun, ce chat. C'est un chat hors du commun, oui, tout à fait, par beaucoup d'aspects. Il va quand même... c'est un des chats les plus brinque-ballés de la littérature française, quand même. De Montmartre à Baden-Baden, Sigmaringen, le Danemark. En plus, le Danemark en hiver, pour un petit chat, ça doit pas être...
Voilà. Et il revient mourir à Meudon. D'ailleurs, lorsqu'ils se font arrêter, ils sont tous les trois arrêtés, Lucette, Bébert et Céline. Bébert est relâché le premier. Voilà. Lucette fait 11 jours d'emprisonnement. Voilà. Et c'est Céline en 1947 libérée le dernier. Mais effectivement, Bébert étant un collabo bien connu des services français, donc il est arrêté lui aussi, il va être mis en fourrière, il va être rapidement libéré et récupéré. Mais c'est vrai que c'est un chat qui a une vie très aventureuse et mouvementée, oui. Si on revient au retour de Céline en France, donc lorsqu'il est amnistié par la justice de son pays, donc il rentre avec Lucette, ils vont s'installer à Meudon, et là donc va commencer un petit peu le défilé de tout le milieu littéraire qui vont aller leur rendre visite. Il y en a même qui s'inscrivent à des cours de danse parce que c'est Madame Céline. À travers votre livre, David, on revisite toute l'histoire d'un siècle aussi, et des monuments du paysage littéraire défilent les uns après les autres. J'ai parlé de Marcel Aimé, mais il y a donc aussi Roger Nimier qui va sortir Céline de la galère, d'ailleurs, en éditant un succès en librairie. C'est lui qui va orchestrer le lancement de D'un château l'autre en 1957. C'est vrai que Gallimard et surtout Céline avaient opté pour un profil bas entre 1952 et 1954 pour le lancement de Féerie pour notre foi 1 et 2. Et là, Roger Nimier va dire non, les lancements en catimini, pas question. Et là, il va sortir la grosse caisse et les tambours, et c'est le lancement D'un château l'autre. Et c'est là que Céline va renaître d'un point de vue littéraire, d'un point de vue médiatique, où les journalistes, effectivement, vont reprendre le chemin de Meudon, vont venir voir un peu le maître dans sa tanière. Suite au flop de Féerie pour une autre fois. Voilà, c'est Nimier qui dit non, c'est pas possible que le plus grand écrivain de ce temps soit condamné aux échecs, donc il relance. Il va le lancer médiatiquement, quelque chose de tout nouveau pour Céline à l'époque. Et les journalistes vont venir à Meudon très régulièrement et qui vont marquer la renaissance médiatique et littéraire de Céline, oui. Céline avait des mots très durs pour ses éditeurs. Il appelait Gaston Gallimard cher coffre-fort qui fait blabla. Qui fait blabla, il l'appelait aussi Achille Bretin, Gaston Ier. Voilà. Jamais personne n'a écrit à Gaston Gallimard comme Céline. Il y a Roger Nimier qui écrit à Céline, vous devriez écrire à Gaston Gallimard, il s'ennuie. Parce qu'en général, quand ils écrivent à Gaston Gallimard, c'est cher ami, cher maître, c'est des discussions très sérieuses, etc. Et effectivement, Céline débarque en disant, cher coffre-fort qui fait blabla, je schématise, mais ta maison, tout le monde roupille, vous êtes toujours en vacances, il n'y a que moi qui bosse. Et Gaston Gallimard, d'ailleurs, répond souvent très benoîtement en disant, mais oui, cher ami, vous avez raison, je vais y remédier, etc. Toujours très poli et courtois. Et finalement, Céline finit par un peu se lasser, parce qu'en face de lui, il y a une sorte d'édredon qui encaisse à peu près tous les coups. Céline était conscient qu'il avait, entre guillemets, déconné, et même sans guillemets d'ailleurs, pendant la guerre, puisque, donc, par exemple, il disait à Roger Nimier, ah, mon cher confrère, je ne sais si c'est ma liberté ou mon génie qui m'ont fourré dans l'état où je me trouve, mais ça doit être plutôt, à mon sens, ma connerie. Moins con, je ne serais jamais tombé si bas. Après 1945 et la découverte des camps d'Auschwitz et autres, certains écrits d'avant-guerre peuvent mener à des choses terribles et irréparables. Dont tu n'avais peut-être pas conscience. Probablement pas. Il faut aussi se remettre dans le contexte que, dans les années 30, le pamphlet antisémite, il y en a partout, dans la presse, librairie, etc. C'est quelque chose de très courant. Alors quand il se lance dans ce créneau-là, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier non plus. C'est même une vieille tradition, malheureusement, littéraire en France. Seulement en 1945, tout le monde découvre où peut mener ce genre d'écrit. Et si Céline ne devait pas avoir une grande amitié pour les Juifs, lui, ce qu'il voulait, c'était avoir son petit poste peinard, être le chef et faire ce qu'il voulait. Seulement, il avait souvent des Juifs au-dessus de lui, et ça devait l'horripiler, etc. Le bon vieux créneau, les bons Français devraient avoir les postes, etc., etc. On a souvent dit, en fait, Céline, son antisémitisme trouve sa source dans un antimilitarisme dû à la Première Guerre mondiale et une volonté de paix. Parce que pour lui, ce sont les Juifs qui poussent au conflit. C'est ce qu'il va raconter. C'est ce qu'il raconte, en tout cas. C'est ce qu'il raconte dans Bagatelle pour un massacre, mais je pense que l'antisémitisme de Céline vient plus loin, même de son enfance. Céline naît en 1894, et il naît 6 mois avant le début de l'affaire Dreyfus. Donc c'est un enfant qui va toute sa jeunesse, et ça, je pense que ça marque à un moment donné, toute sa jeunesse, 6, 7, 8, 9, 10 ans,
va être marqué par l'affaire Dreyfus, les pour, les contre, etc. Il ne faut pas oublier, ça a quand même divisé la France de façon très profonde, l'affaire Dreyfus. On sait que le père de Céline était antisémite, qui lisait La France juive de Drummond, donc, qui était le grand organe antisémite, et que jusqu'à la mort de son père est mort en 1932, le père de Céline était convaincu que Dreyfus était coupable. Donc quand vous avez une jeunesse dans un monde pareil, en plus fils de commerçant, c'est pas le milieu le plus propice, on va dire, au milieu le plus progressiste, bah, ça forme un esprit. Donc je pense qu'il a toujours été antisémite, oui. Et sauf qu'à un moment donné, ça explose parce qu'effectivement, lié à cet antimilitarisme, pour lui, la France et l'Allemagne sont deux pays frères qui sont plus amis qu'ennemis, et que les seuls qui poussent à la guerre, bah, c'est les Juifs, parce que les Juifs sont à Moscou, ils sont à Londres, ils sont à New York, et c'est les seuls qui ont intérêt à la guerre, c'est les Juifs. Mais ça, c'est une littérature qu'on entendait dans les années 30 tous les jours dans toutes les presses. Céline, en termes d'antisémitisme, n'a strictement rien inventé. Il a mis son génie littéraire, malheureusement, mais en termes d'antisémitisme, il n'a strictement rien inventé. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on enlève la fièvre. Bah non. Donc, voilà. Donc ça, sur la réédition des pamphlets. Absolument. Bah ça, c'est pour la réédition des pamphlets, c'est effectivement des débats récents. Mais effectivement, ce qui permettrait de mieux comprendre, comme l'a fort bien dit justement Amélie Nothomb, hein, parce que sans les pamphlets, finalement, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi il a fui la France, finalement, en 1944 On ne peut pas comprendre si on n'a pas ces pamphlets. On sait qu'ils existent, mais c'est réservé à une forme d'élite et que les gens doivent se dire, doivent comprendre qu'il fuit la France. Et j'ai envie de dire, sans les pamphlets, on n'aurait pas eu d'un Château-L'Autre, Nord, Rigaudon. Et c'est Raphaël Enthoven qui dit, il ne faut pas laisser la part d'ombre dans l'ombre. Mais non, Voltaire disait qu'il n'y a que le crime qui se cache. Donc pourquoi laisser tout ça dans l'ombre? Au contraire, il ne faut pas avoir peur de son passé. Je fais une petite digression là, mais Maurras, c'est un petit peu le même problème actuellement, qui viennent d'être sortis de la liste des commémorations, alors que l'académicien Pierre Nora, que l'on ne peut pas soupçonné d'antisémitisme, justement, il trouve ça plutôt dommage parce que c'est un monument de la pensée, qu'on soit d'accord ou pas, et qui, avec son anti-républicanisme, a contribué à façonner l'esprit républicain. Bien sûr. Il est un acteur de la République, de toute façon. On se construit toujours avec quelque chose ou contre quelque chose, mais en tout cas, Maurras a été un repère. Qu'on se positionne de son côté ou contre, et c'est dommage de ne pas pouvoir l'évoquer. Mais bien sûr, mais sans Maurras, on ne peut pas comprendre De Gaulle. Bien sûr. Le Maurrassien qui est arrivé au pouvoir, c'est De Gaulle. Le Maurrassien type. Sans Maurras, on ne peut pas comprendre François Mitterrand, qui a été, dans sa jeunesse, qui a été, on va dire, nourri à la pensée maurassienne. Voilà. Donc ça veut dire que ça nous prive, ça prive les gens de toute la pensée, d'un acteur majeur de la pensée du début du XXe siècle, très contestable peut-être, mais fondamental dans la pensée française du XXe siècle, oui, bien sûr. Et retournons à Meudon, là, donc chez les Détouches. En fait, Lucette ne savait pas faire un chèque quand son mari est mort. Ah ben non, mais c'est... Ni le permis de conduire, ni rien. Rien du tout. Il avait fait d'elle une irresponsable. Est-ce que c'était pour mieux la contrôler Je pense qu'au fond de lui, il était animé des meilleures intentions. Il voulait qu'elle ne se consacre qu'à la danse. Oui, ça c'est quand même remarquable. Voilà, il veut qu'elle danse. Et d'ailleurs, c'est une constante. Hein. Même à Sigmaringen, il faut qu'elle danse. Au Danemark, il faut qu'elle danse. Il la pousse, il la stimule. Il la stimule. Il ne faut pas que tu perdes ton art, etc. Et je pense qu'au fond de lui-même, il était persuadé de faire une bonne chose. De façon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraîtrait comme un étouffement ou un. Mais je pense qu'il voulait la déresponsabiliser de plein de choses pour qu'elle ne se consacre qu'à la danse. Ah oui. Et c'est un raisonnement qui aujourd'hui peut paraître très étrange, parce qu'effectivement, ça fait plus aujourd'hui prison qu'autre chose, quoi. Mais effectivement, elle était irresponsable sur beaucoup de choses. Et effectivement, à la mort de Céline en 61, elle se retrouve maintenant à gérer un patrimoine qu'elle connaît, mais elle n'a aucune idée comment ça se fait. Elle se retrouve à devoir faire gérer la maison, mais elle n'a jamais fait un chèque de sa vie. Donc oui, on peut comprendre que les premières années sans Céline aient dû être un petit peu compliquées pour elle, oui. Céline lui disait d'ailleurs, tu es incapable de vivre seule, tu demeures une mineure, une enfant capricieuse et inconséquente. En m'enfermant, on a libéré ta folie, ton romantisme épileptique de dépenses qui ne conservera plus rien. Voilà, d'un autre côté, il n'est pas tout à fait tort, parce qu'une fois libérée de Céline, à Meudon, elle va pouvoir dépenser un petit peu plus. Et après j'évoque, mais Maître Gibault l'évoque aussi très pudiquement lorsqu'il parle
lorsqu'il parle des fêtes, et quand il parle avec beaucoup de foie gras, de saumon fumé. Foie gras, saumon fumé, caviar. Très généreuse, à une époque où c'est pas courant. Oui, voilà. Oui, c'est quand même du grand luxe à C'est quand même du grand oui. luxe. Et Maître Gibault a toujours cette phrase très elliptique, hein, des dépenses un peu superflues, voire inutiles. Après Céline, lorsqu'elle allait à Paris, elle achetait beaucoup de vêtements qu'elle ne portait jamais. Donc il y a eu cette... C'est un travers très féminin. C'est une frénésie. Oui, mais elle a été privée pendant toute la vie avec Céline. Céline disparue, ça y est, hein, c'est un peu la liberté. Et même jusqu'à une date très récente, puisque j'en avais parlé avec François Gibault ou plusieurs de leurs intimes, qui disaient qu'à un moment, il a peut-être fallu un peu calmer le jeu, parce qu'elle dépensait plus que les droits d'auteur et que les cours de danse, quoi. Donc à un moment donné, ça pouvait poser quelques problèmes. Alors en 61, Céline voit sa santé dégradée et le dernier à le voir serait notre ami Christian Dedé, qu'on connaît tous les deux. Absolument. Voilà. Et il disait on pouvait voir la mort dans ses yeux, il grelottait de froid sous la canicule. C'est le dernier... Et Arletty lui a rendu visite aussi un peu avant sa mort. Voilà. Je précise que David Alliot a écrit aussi une biographie d'Arletty. Tout à fait, sur les années d'occupation d'Arletty par occupation. Mais effectivement, oui, c'est Christian Dedé et Arletty, les derniers visiteurs du soir, si je pouvais paraphraser pour Arletty. Donc, les derniers visiteurs, effectivement. Mais Christian Dedé, son témoignage est très intéressant, parce que non seulement c'était un jeune médecin, donc il était étudiant en médecine, donc il avait ce regard médical, et il commençait à écrire des romans. Donc, ce qui fait qu'on retrouve le même schéma qu'avec Céline. Beaucoup d'écrivains ont été médecins. Absolument. Mais Bulgakov, Tchekhov ou autres. Quand Céline meurt, on doit l'enterrer, et Lucette fait graver sur sa tombe qu'elle est née en 1912, parce qu'elle pensait qu'elle n'allait pas lui survivre plus d'une année. Elle pensait qu'elle allait très vite le rejoindre, donc elle fait marquer les dates de naissance et de mort de Céline, et elle, sa date de naissance 1912-1900. Oui. Et maintenant, c'est dans les 2000 d'ailleurs. Il faudra refaire la plaque. Il va falloir refaire la tombe, enfin la plaque, je ne sais pas comment feront les marbriers, ça, on laissera faire les hommes de l'art. Mais effectivement, à la mort de Céline, elle avait toujours déclaré qu'elle ne pensait pas lui survivre plus de 6 mois. Qu'elle allait le rejoindre et pas lui survivre plus de 6 mois. Pour quelqu'un qui était veuf pendant 50 ans, la performance est quand même assez remarquable. Alors en 63, il y a aussi un événement considérable qui va aider à réhabiliter Céline, c'est la publication des Cahiers de Lerne par Dominique et Jacqueline Deroux. Donc ça, c'était à l'époque, les Cahiers de Lerne, c'était un ouvrage familial, amical et artisanal, on peut dire. Ils faisaient ça très simplement. Dans le livre, je raconte un peu la naissance de ce monument, parce qu'aujourd'hui encore, plus de 50 ans après leur publication, ça reste encore des ouvrages de référence pour quiconque s'intéresse à Céline. Et on ne peut que saluer le travail dans les conditions artisanales de l'époque, un peu folkloriques même, parce qu'ils avaient chacun leur travail et ils faisaient ça le soir après. Oui, c'est un monument littéraire de premier plan, oui. Hélas, Dominique Deroux a raté de très peu Céline, parce qu'il ne l'a pas rencontrée de son vivant. Non, à 1 an près, même pas 6 mois près, ça aurait pu se jouer par Roger Nimier notamment, hein, qui aurait pu arranger la chose. Destin en a décidé autrement. Et alors les Deroux étaient tellement obsédés par Céline que quand leur fils est né le 25 février 63, ils l'ont appelé Pierre-Guillaume Louis Ferdinand Céline Michel Gédéon Deroux. Deroux, voilà. C'est un des rares à porter le nom complet de Céline. Gédéon, c'est pour Gédéon Talleyrand des Réaux. Et l'autre, c'est Bernanos. Donc c'était une aventure fabuleuse, ces Cahiers de Lerne, parce qu'ils étaient partis tout seuls, avec un enthousiasme en bandoulière. C'est ça. Ils sont partis avec leur enthousiasme. Il faut rendre la place de Céline en littérature. Et ce qui n'était pas une sinécure à l'époque, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui leur disaient non, n'y allez pas, c'est quand même très dangereux, vous allez ruiner votre réputation. Ils ont quand même reçu des petits cercueils par courrier. Jacqueline Deroux était enceinte, Dominique Deroux était dans l'enthousiasme, et les gens leur disaient c'est suicidaire, c'est dangereux, et ils recevaient des petits cercueils. Donc vous imaginez un peu, l'ambiance au quotidien ne devait pas être toujours très rose. Mais ils sont arrivés, et j'ai envie de dire, il y a tellement eu de matière. Ils ont fait un premier volume en 63, il y en a eu un deuxième en 65. Donc c'est un cas unique dans les Cahiers de Lerne, il y a 2 volumes sur un même écrivain, alors que d'habitude il n'y en avait qu'un seul.
Le tout Paris défilait à Meudon. Mais en lisant votre livre, dans la dernière partie, on voit des trucs incroyables. Modiano y est allé. Oui. Sagan a rencontré aussi Lucette. Malraux, Aznavour. Elle avait une petite cour autour d'elle, en fait. À Meudon, la Meudon de l'après-Céline. Nab. Marc-Édouard Nab, bien sûr. Voilà. C'est Madame Céline, c'est un personnage de roman, hein, dans les derniers romans de Céline. Et très belle, qui est restée très belle jusqu'à la fin de sa vie. C'est une danseuse, hein, le corps ça s'entretient, elle donne toujours les cours. Les admirateurs de Céline veulent aller voir la maison du maître, rencontrer la femme du maître. Et effectivement, oui, c'est le tout Paris. Encore, j'ai pas tout mis parce qu'il y en a encore plein d'autres, mais c'est le tout Paris littéraire, artistique. Mais d'un autre côté, Lucette, c'est une enfant de la balle, hein, c'est une enfant du spectacle, donc ça lui plaît. C'est naturel, oui. Oui, c'est naturel, ça lui plaît de recevoir des artistes, donc c'est pas illogique en soi. Même Simone Gallimard, Nadine Nimier, tout le monde va prendre des cours de danse. Et en plus, elle est très très dure parce qu'on la voit donner à un moment des cours de danse à une petite fille de 6 ans, une petite fille de Jean du Voyage, Marouchka, qui s'appelle Marouchka. Et donc Lucette lui dit, tu dois faire comme une écuyère dressant son cheval, rendre docile ton corps. Elle lui enseigne l'ascétisme au quotidien. Alors vous avez dit, elle était dure. Lucette employait un autre mot, elle était exigeante. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. La danse, c'est l'exigence. Donc elle était très exigeante avec elle-même et elle demandait effectivement beaucoup à ses élèves aussi. Et effectivement, même si tu as mal souri, c'est ça la danse, on ne doit pas voir la fabrication. Lorsque vous êtes spectateur et que vous voyez une danseuse ou un danseur, c'est la grâce, c'est la perfection, c'est la beauté absolue. Et on ne voit pas les détails, on ne voit pas la souffrance, on ne voit pas ces choses-là. Il faut tout donner. Et Lucette, elle leur apprenait ça. La danse, c'est une école de rigueur. Hein, il n'y a pas de miracle, il faut travailler, il faut endurer. On a dans votre livre un témoignage intéressant de Madame Agnès, qui était la femme de ménage, et qui dit, le docteur Détouche, il était gentil. Il ne voulait pas que je me fatigue, il ne voulait pas que je touche à ses papiers. Oui, ça je peux comprendre. Mais par contre, elle dit qu'il avait tort de ne pas écouter sa femme. Et alors, sur la santé de Céline et la maladie, on a quelques passages qui révèle une très très grande souffrance physique dans votre livre, et en même temps il veut absolument pas qu'on s'occupe de lui. Même il refuse qu'elle lui mette une compresse. Et comment vous expliquez ça? La fierté masculine, l'orgueil? Le jour de sa mort, je crois qu'il a senti ce qui lui arrivait, les médecins quand même. Oui, donc il devait savoir un peu ce qu'il attendait, donc il s'est dit bon allez hop. C'est l'heure de partir, quoi. Donc, le médecin qui refuse de se soigner, il soigne les autres, mais il refuse de se soigner. L'homme qui a hurlé contre la terre entière, mais qui ne faisait pas de mal à une mouche. L'homme qui emploie une femme de ménage, mais qui ne veut pas qu'elle se fatigue. Enfin, Céline est une immense contradiction. Il est rempli de paradoxes. Il est difficile. Et Lucette aussi. Et Lucette aussi est remplie de paradoxes. Ah oui, bien sûr, mais c'est pour ça d'ailleurs que... L'humain est complexe. Bien sûr, mais surtout Céline. C'est pour ça qu'il est intéressant à travailler d'ailleurs. J'ai noté des propos de Frédéric Vito qui sont dans votre livre, qui m'ont paru très pertinents. Il dit sur l'homme Céline, Lucette porte un amour fou tout en ayant sur lui un regard déformé et juste. Ça, c'est très important, parce que déformé, c'est-à-dire qu'elle cherche à se débarrasser des ombres, mais juste parce qu'elle a des intuitions maladroitement formulées. Oui, tout à fait. C'est beau cette formule. Oui, c'est pour ça que je l'ai gardée, parce qu'elle était effectivement très juste de la part de Frédéric, mais Maître Gibault m'a dit à peu près la même chose en des termes quelque peu différents, mais assez similaires. C'est une chose qui m'a toujours frappé les 3-4 fois que je l'ai vue, c'est qu'elle a un jugement très... sur Céline ou sur d'autres choses même, hein, lorsqu'elle regarde la télé ou sur les personnes, ou etc. Elle a un jugement qui est souvent très bon. Au premier regard, au premier avis, elle ne se trompe pas beaucoup. Elle juge les gens, les caractères plutôt bien au premier abord. C'est la danse aussi. Hein. La danse, vous avez un partenaire, vous devez tout de suite sentir s'il est dedans ou pas. Hein. Donc, oui, elle est très juste dans son jugement sur les humains, oui. Maître Gibault, qui est un grand ascète aussi. Moi, je sais j'ai retenu de sa vie que lui, il s'est toujours lavé à l'eau glacée. Il continue encore aujourd'hui. Ça, c'est Lucette qui l'a initié au charme. Ah oui. Ça vient de Lucette. C'est au Danemark, j'ai vu qu'elle se baignait l'hiver dans l'eau froide. Elle se baignait Baltique tous les jours de l'année, quelle que soit la température. Oui, non, ça c'est... Bon, déjà, Maître Gibault... Il faut croire que pour la santé, c'est efficace, parce qu'elle a 105 ans quand même. Il faut croire que... Ça a porté ses fruits. Et effectivement, tout ce qui va avec, ne jamais fumer, ne jamais boire non plus. Mais c'est Lucette, effectivement, qui avait cette hygiène de vie. À Meudon, il y avait un sauna, et avec
avec Maître Gibault, ils prenaient le sauna, puis ils allaient courir dans la neige ou dans le froid dehors. Les bassines, oui, les bains d'eau glacée, c'est Lucette. Les chocs thermiques, donc. Les chocs thermiques, c'est Lucette qui l'a un peu initié à tout ça. Maître Gibault avait une vie, on va dire, un petit peu plus dissolue, entre guillemets, lorsqu'il était jeune avocat. Il buvait notamment, ce qu'il a arrêté depuis. Et c'est Lucette qui un peu lui a appris la gymnastique et effectivement les bains glacés, ce qu'il pratique encore aujourd'hui. Et Maître Gibault a aujourd'hui une hygiène de vie assez irréprochable. Donc, grâce à vous, je saurais que ça vient de Lucette. Grâce à Lucette surtout. Et grâce à Gibault aussi, Lucette a réussi à décrypter Rigaudon. Ensemble, ils s'y attellent. Puisque ça sera un ouvrage posthume. Tout à fait. Et ça ne doit pas être facile de déchiffrer ces livres. De toute façon, Maître Gibault est un peu le fils qu'elle aurait aimé avoir. Hein. Donc c'est lui, effectivement, avec... ils vont déchiffrer Rigaudon, ce qui n'est pas une sinécure. Je rappelle que s'il était médecin, dans les écritures de médecin, c'est déjà à la base assez compliqué. Ensuite, c'était à la fin de sa vie, donc la main était malade, donc il écrivait très mal. Oui, ça a été, de toute façon, c'est mort en 61, Rigaudon est paru en 69, donc il a fallu presque 8 ans pour décrypter tout ça, feuille par feuille. Ce n'était pas effectivement une partie de plaisir, oui. Donc ça a été un travail de fourmi, de bénédictin, oui. Oui, Maître Gibault, par exemple, disait de Lucette, c'est une femme multiple, elle est à la fois responsable et à la fois femme-enfant, pleine de fantaisie. Elle peut être aussi très sérieuse. Et Céline était pétrie de contradictions et Lucette aussi un peu à son image. Et elle est aussi la joie de vivre, il dit, l'humour, la fantaisie. Et cette femme symbolise à ses yeux l'intelligence du cœur, le refus de toutes les fatalités, de la bêtise et de la méchanceté. Le mot de la fin reviendra à Lucette. Aujourd'hui, elle a 105 ans et elle déclare dans un souffle... Je ne suis plus qu'une pauvre chose dont la vie s'égoutte peu à peu. Bientôt, il n'y en aura plus. C'est normal. Et je voulais quand même qu'on fasse tous ensemble un cadeau à Lucette, puisque Catherine Lopez-Curval, qui est artiste, nous a fait l'immense honneur de peindre spécialement, après avoir lu le livre de David Alliot, Madame Céline, un tableau que lui inspiraient Louis et Lucette, leur histoire avec Bébert. Catherine, pouvez-vous nous dire un mot de ce tableau? Quand vous m'avez demandé de faire un dessin, quelque chose pour figurer le couple... C'était un rêve, mais je n'osais même pas croire qu'il puisse devenir réalité. Je ne savais pas, je me dis, bon, si je trouve une idée, je ne sais pas, puis... Dans le livre de Monsieur David Alliot, il y avait une photo magnifique de Bébert qui était digne du studio Harcourt. Vraiment, Bébert qui pose. Je dis, c'est magnifique. Je vais rendre hommage à Bébert. Et qui est un personnage clé. Absolument. Et voilà, c'est un chat littéraire, c'est une vedette en plus. Alors, j'ai fait dans un cosmos pour montrer son éternité aussi. Et puis j'ai mis ses maîtres, ses yeux sont habités par ses maîtres, Louis-Ferdinand Céline et Lucette. Voilà. Et Catherine, alors, à quel couple parmi vos 44 du livre pouvez-vous comparer le schéma conjugal? Elle peut me faire penser aussi à... La femme effacée, de toute façon. Voilà, Hortense Cézanne, justement, Cézanne lui imposait un silence total. Lucette, apparemment aussi, elle ne devait pas parler. Bon. Pas beaucoup de voix au chapitre, en tout cas. Voilà, elle n'avait pas droit au chapitre, donc ça me rappelle un peu. Et en même temps, ce que je trouve aussi, malgré tout, Céline l'encourage dans sa passion, elle l'encourage toujours à danser, mais enfin, elle danse presque pour son plaisir, quelque part, parce que le cours de danse, elle le donne au-dessus de sa tête, visiblement dans la maison. Et il y a une scène que j'ai trouvée assez étonnante dans votre livre, c'est qu'elle reçoit des petites jeunes filles qui viennent danser, les petites filles, et il y a un rituel. Oui, il est devant l'escalier. Chaque petite fille, avant de monter au studio danser avec Lucette, doit faire une révérence devant Monsieur Céline. Ah oui, ça c'est fascinant. Ça c'est très, très drôle, on imagine la scène et Céline, puis il reprend certaines, non tu l'as pas faite assez bien, tu recommences. Voilà. Donc il y a cette espèce de rituel, puis jusqu'au moment où une des petites élèves dit à Lucette, oh non il me fait peur le monsieur, je veux plus le faire, c'est terminé. Alors le rituel est abandonné, mais malgré tout, quand les élèves arrivent, Céline les regarde passer. Il reste au pied de l'escalier, les regarder passer. Voilà, parce que visiblement, il est
Il est fou de ces petites danseuses, il adore les danseuses. Hein, ça, tout à fait, oui, donc voilà, donc Lucette, quelque part, il l'encourage à la danse. On se demande si c'est pas pour son plaisir aussi. Oui, puis je pense qu'il devait écrire et puis il devait entendre le bruit, les petits... Et en même temps, le bruit le dérangeait aussi. Oui, mais je pense que ça devait aller... Celui-là devait l'accepter. Voilà, oui, quand c'est un bruit qu'on aime. Le bruit de la danse, le bruit des pas, le bruit des efforts, et puis la rythmique, 1, 2, 3, reprenez, etc. Je pense que c'est le genre de choses qui devait plutôt lui plaire, oui. Non, elle me fait penser aussi à un autre couple. Si on parlait de Vera Nabokov, quelque part, cette espèce d'accompagnement dans toutes les galères. Parce que même et posthume. Voilà, les Nabokov aussi, ils ont fui la guerre, ils sont partis aux États-Unis. Mais c'est incroyable ce qu'elle fait. C'est vrai qu'il y a un mélange dans Lucette de pas mal de personnages que vous avez évoqués tout à l'heure. Absolument, elle intègre beaucoup de femmes, je trouve. Elle est très dense, en tout cas. Très dense, pour ne pas faire un jeu de mots. Oui, elle est muse, elle est à la fois une inspiratrice, elle est un personnage de roman. Et son garde du corps aussi. Son garde du corps, elle poursuit effectivement post-mortem l'œuvre de Céline. Elle protège l'œuvre. Elle protège l'œuvre, elle protège le personnage, donc il y a un mélange. Elle est multiple. Et multiple, bon, puis aussi une vie extrêmement longue également, 105 ans. Et puis quel courage, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sûr que les conneries, c'est lui qui les a faites. Oui. Elle aurait pu rester indépendante financièrement, elle pouvait très bien le laisser tomber, lui dire écoute, c'est ton problème. Une belle abnégation. Voilà. Non, elle est d'un courage exceptionnel. Eh ben, pour le tome 2 de votre femme d'artiste, Lucette Détouche. Voilà, on a déjà le premier tableau. On a déjà un tableau, déjà. Oui. Alors, en tout cas, Bébert, je l'ai trouvé assez exceptionnel aussi quand il arrive à disparaître totalement, à se rendre totalement invisible. C'est génial. C'est un chat intelligent. Un chat intelligent. Qui a une forme d'intelligence assez... il devait absolument tout comprendre, tout sentir de ses maîtres. Oui, tout à fait. Voilà, il devait être en osmose totale. Pour avoir un tel comportement, c'est incroyable. Très, très rare. Ouais. Merci pour cette émission passionnante. Merci Catherine Aubeskerval. Merci David Alliot. Merci à vous. Non, c'est très chouette. Je suis ravie d'avoir mis ces 2 livres ensemble. Je trouve que ça fait une bien belle émission. J'espère que le public sera d'accord avec moi. J'espère.